LCP, Assemblée nationale, en partenariat avec MGEN, Mutuelle Santé Prévoyance, présente État de santé. TDAH. Pour certains, c'est une étiquette bien commode, un problème d'éducation ou une simple mode. Pourtant, le trouble déficit de l'attention, avec ou sans hyperactivité, est une réalité pour de nombreuses familles. Il touche environ 5% des enfants d'âge scolaire et devrait pouvoir être diagnostiqué jeune. Ça se trouve, si je l'avais su beaucoup plus tôt, j'aurais pu réussir ma scolarité, j'aurais pu ne pas souffrir autant, j'aurais pu ne pas faire souffrir non plus mon entourage. Au-delà du TDAH, dans les classes, la concentration est devenue un défi majeur. On est sans cesse en train de dire taisez-vous, attention, calmez-vous, chut, etc. Face à l'essor des sources de distraction, faut-il craindre une épidémie de ces troubles de l'attention? Comment mieux les comprendre? TDAH, au-delà des idées reçues, c'est le thème de ce nouveau numéro d'État de santé. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro d'État de santé. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une maladie dont on connaît le nom depuis assez récemment. Très longtemps, pendant des décennies, les parents ont été laissés sans réponse finalement face aux défauts, aux déficits d'attention, de concentration de leur enfant. Et puis il y a une vingtaine, trentaine d'années, on a mis un nom. Le nom c'est TDAH, trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité. Les solutions, on va en parler avec notre invitée. Bonjour à vous, Charlotte van der Driesche. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes psychiatre spécialiste du TDAH. J'ai dit TDAH, c'est trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité. Vous le diriez comment avec vos mots? Un trouble qui allie à la fois un déficit de l'attention, qui est toujours présent, et plus ou moins d'hyperactivité, suivant la personnalité aussi de l'enfant. Ça, c'est très important. Je rebondis tout de suite là-dessus, parce que souvent, quand on entend TDAH, quand on sait vaguement, on pense à l'hyperactivité. Vous nous dites que l'hyperactivité, ça n'est pas forcément le symptôme du TDAH. Non. Au fur et à mesure que la description du trouble a avancé, on s'est rendu compte que en fait, le problème de l'attention était en fait bien plus important et est toujours présent, avec une impulsivité qui peut être donc mentale, cette impossibilité de maintenir son cours de la pensée comme ça, mais qui peut être motrice. Garçon, fille? Il y a 4 fois plus de petits garçons diagnostiqués que de petites filles. 4 fois plus. Oui. Le ratio est actuellement comme ça dans le diagnostic. Mais on pense que les petites filles sont largement sous-diagnostiquées car moins hyperactives. Donc finalement, elles passeraient inaperçues. Du coup, c'est une idée reçue qu'on a. Il y a beaucoup plus peut-être de TDAH qu'on le croit parce qu'on ne repère pas l'hyperactivité parce qu'elle n'existe pas. On est avec ce trouble? Tout à fait. C'est de naissance. Alors, l'héritabilité est estimée autour de 75%. Dans héritabilité, il faut voir la partie génétique, des gènes qu'on hérite de ses parents, mais aussi les habitudes. Souvent, quand on diagnostique un enfant, un des 2 parents va dire au psychiatre « Ah mais en fait, moi aussi ». On va y revenir sur tout ça, mais d'abord, votre portrait. Charlotte van der Driesche est psychiatre et chercheuse en sciences cognitives. Après avoir exercé à l'hôpital Robert Debré à Paris, cette spécialiste du TDAH termine aujourd'hui sa thèse au laboratoire de sciences cognitives et psycholinguistiques de l'École normale supérieure. Son objectif, étudier le fonctionnement du cerveau des personnes présentant de faibles capacités d'attention et montrer qu'au-delà du déficit, le TDAH peut être perçu comme un avantage dans certains contextes, en termes de curiosité, par exemple. Alors, dans ce portrait, ce qu'on n'a pas dit, c'est que vous-même, vous avez été diagnostiqué TDAH. Ça a été long, le diagnostic? Non, alors ça a été
très tardif, hein, et puis c'est plutôt moi, au cours de mes études de médecine, lors d'un stage en psychiatrie. Oui, vous vous avez dit, bah, tiens, finalement, j'avais ça. C'est ça, et je suis allée consulter un psychiatre qui m'a confié. Donc vous n'en avez pas souffert. C'est ça, un recoupement de difficultés de maintenir son attention, problèmes de sommeil aussi, mais qui au final n'ont pas eu beaucoup de retentissement dans ma scolarité. Mais qui vous a sans doute porté à vous y intéresser particulièrement. Vous disiez tout à l'heure, c'est héréditaire. Ça n'est pas que héréditaire. La réalité, c'est quoi? C'est que c'est l'interaction entre les deux. Il y a une hérédité, on hérite d'un profil comportemental, attentionnel de ses parents, et on va rencontrer un environnement stressant. Le résultat va être que les symptômes vont augmenter. Et le révélateur, donc, c'est l'école, parce que c'est là où les conséquences sont les plus importantes de ce défaut d'attention. C'est ça. Souvent, la classe un peu fatidique, c'est le CP, où on demande aux enfants de rester assis. Et donc, voilà, quelquefois, les enfants qui ne sont pas particulièrement hyperactifs ont finalement du mal en maternelle, ont finalement du mal à rester assis, alors gigotent sur leur chaise et tout ça, et ont beaucoup de difficultés à maintenir leur attention sur ce que la maîtresse va dire ou sur le travail qu'ils doivent faire tout seul. Donc vraiment, souvent, c'est l'âge de diagnostic le plus fréquent, c'est 6-7 ans. Ah, c'est quand même assez jeune. Parce que très vite, ça... De repérage. De repérage. Ouais. Conséquences donc sur le parcours scolaire. D'autant plus que les autres troubles des apprentissages sont souvent associés. Hein. Dans 70% des cas, on retrouve d'autres troubles des apprentissages. Comment on diagnostique? Quels sont les outils? C'est un diagnostic qui est clinique uniquement, c'est-à-dire que sur des entretiens et des observations de l'enfant. Donc on a des questionnaires standardisés qui permettent d'objectiver un peu pour les parents, mais c'est vraiment uniquement clinique. On n'a pas de mesures paracliniques. Ah oui. Et les parents qui arrivent en demandant un diagnostic, ils sont épuisés? Parce qu'ils ont cru souvent... On est encore à une époque où on croit que bon, c'est juste un problème de caractère et que ce n'est pas un trouble en tant que tel. Les parents sont épuisés, ils culpabilisent énormément. De plus en plus, la communication qui est faite sur le TDAH aide les parents, parce que du coup, ils peuvent aussi, eux, identifier les comportements, repérer et tout ça. Mais c'est pour ça que c'est important qu'on en parle aujourd'hui, parce que plus ce sera diffusé, plus les parents seront en capacité de se dire « c'est peut-être pas de ma faute » ou c'est peut-être pas simplement une question de caractère. Justement, Marianne Cazot, pour État de santé, est allée rencontrer des patients pour comprendre évidemment comment, à quel moment le diagnostic a pu se faire et ce qu'il a évidemment changé. On regarde le reportage de Marianne Cazot. Parfois, quelques mots seulement peuvent avoir beaucoup d'impact. Dans la famille de Marie, 7 mots ont suffi. Trouble déficit de l'attention avec hyperactivité TDAH. Car ce diagnostic posé sur les difficultés de Milo, 8 ans, a été une grande source de soulagement, après plusieurs années de questions restées sans réponse. Quand on est dans le flou, on ne sait pas où on va, on ne sait pas vers qui se tourner pour avoir de l'aide. Donc c'est vrai qu'en tant que parent, c'est un peu, on se sent démuni en fait. Hein, et là, d'avoir ce diagnostic et de savoir vers quel professionnel on peut se tourner ou que de la guidance parentale, de choses comme ça peut aider. Bah, oui, c'est un soutien. Pour Milo aussi, les choses ont évolué. Désormais, il ne rentre plus de l'école fatigué et angoissé à l'idée d'y retourner. L'année dernière, tu te souviens, des fois, tu voulais pas aller à l'école. Tu pleurais, je devais te tirer par la main pour aller à l'école. Tu t'en souviens? Parce que je pense que tu n'étais pas très bien en classe. C'était difficile pour toi. Hein? Cette année, c'est un petit peu mieux. Oui. Qu'est-ce qui fait que c'est mieux? Qu'est-ce qui a changé cette année? Déjà, je peux bouger. Oui. Et pour lui, ce n'est pas anodin. À l'école, comme à l'heure des devoirs, il ne peut se concentrer sans remuer. Doucement, doucement. Mais son caisse à pipe et puis son vieux chapeau. Jacques Prévert. D'accord, très bien. En classe, Milo utilise ce coussin qui lui permet de bouger tout en restant assis.
Et dans son agenda, le maître apporte désormais des corrections. Là, il avait oublié d'écrire l'évaluation. Des aménagements que Marie a pu obtenir grâce au diagnostic, posé dès les 7 ans de Milo. Tu veux qu'on regarde ça? Voilà, hyper super. Tout est allé assez vite parce qu'elle a trouvé du soutien et des conseils auprès de cette association Hyper Super. Au fil de ses recherches, elle a appris à mieux comprendre son fils et à adapter son éducation. À l'heure du dîner, par exemple, il n'est plus question de s'énerver pour qu'il reste assis. Milo. J'ai pas fait tomber. Oui, bah si, regarde. Heureusement que c'est pas tombé sur eux. D'aller dans le conflit, ça sert à rien, surtout si c'est pour aller contre sa nature. En effet, c'est... Moi, je vais me fatiguer et puis lui, il va pas se sentir bien aussi. Toute la journée, il est déjà contenu en classe. Si en plus, à la maison, je le contiens, voilà, il va pas s'épanouir, en fait. Donc, faut le laisser. Le diagnostic du TDAH a beaucoup aidé cette famille. Mais tous les enfants n'ont pas la chance d'en avoir un aussi jeune. Et ce n'est pas sans risque. Pour le comprendre, direction cette antenne du CHU de Nantes, où Emma a rendez-vous aujourd'hui. C'est lors d'un jour comme celui-ci que son TDAH a été diagnostiqué. Elle s'en souvient très bien, car c'était il y a moins de 5 ans. Comment allez-vous? Bien. Quand à 17 ans, on m'a dit non, en fait, c'est pas ta faute, genre t'as un trouble et on triste pas, on sait comment le soigner, mais on peut l'améliorer, du moins en comprenant ce qui se passe, on comprend, donc ça avance quand même beaucoup mieux. Bah ouais, j'étais hyper énervée sur tout ce qui s'est passé et je m'étais dit, mais en fait, si ça se trouve, si je l'avais su beaucoup plus tôt, j'aurais pu réussir ma scolarité, j'aurais pu ne pas souffrir autant, j'aurais pu ne pas faire souffrir non plus mon entourage. Car le TDAH d'Emma n'a pas eu pour seule conséquence son échec scolaire. Pendant son adolescence, son impulsivité et ses difficultés à gérer ses émotions l'ont carrément mise en danger. J'arrivais pas à traduire ce qui se passait dans ma tête, du coup pour moi tout devait devenir physique tout le temps. Des fois je m'en voulais énormément de ne pas réussir dans ce que je faisais ou tout simplement d'être moi-même et du coup fallait que je me sente en vie, donc ça passait par je montais le plus haut possible dans les grues, rouler très très vite en moto ou essayer de poser plein de trucs comme ça qui étaient totalement cons. Des abus de médicaments, des abus de substances. Face à ce type de dérive, l'absence de diagnostic précoce a été une perte de chance pour Emma. Car ce traitement médicamenteux qu'elle prend désormais permet de prévenir ces risques. En effet, d'après cette étude, les patients traités ont entre 31 et 35% moins de risques d'abuser d'alcool ou de stupéfiants que lorsqu'ils ne prennent pas de médicaments. Un effet protecteur qui existe toujours 2 ans après la période de traitement. Depuis son diagnostic, Emma a repris les études en alternance, ce qu'elle croyait impossible il y a encore quelques années. De quoi rattraper le temps perdu. Globalement, quelles sont les conséquences? Est-ce que souvent ces jeunes sont en échec scolaire? Ça peut amener à l'échec, il faut un certain temps. Donc l'échec scolaire, c'est vraiment la sortie du système sans aucun diplôme. Mais en tout cas, un retard, des difficultés. Surtout en plus s'il y a d'autres troubles d'apprentissage associés ou d'autres difficultés psychologiques. Le TDAH est lié aussi à des risques de maltraitance parce que un enfant très agité épuise ses parents. Donc tous ces risques s'accumulent et tout à fait, c'est ça. La dynamique peut devenir de plus en plus délétère. Vous dites aux parents, si vous avez le moindre doute, allez chez le médecin. Quelles sont les réponses des médecins? Je vais chez le médecin, vous le diagnostiquez. Qu'est-ce que vous apportez comme solution pour mon enfant? Dans le cas du médecin traitant, donc la solution, c'est de l'orienter vers un bilan pédopsychiatrique qui va souvent avoir recours à des bilans neuropsychologiques pour bien mettre en évidence. Test, voilà. L'orthophoniste aussi pour repérer une éventuelle dyslexie associée ou ce genre de choses. Et ensuite, on va quand même assez rapidement proposer aux parents une médication. Donc des médicaments. Oui. Et là, on entend sur la Ritaline. Voilà. Il faut parler de la Ritaline. Avant d'en parler, ce médicament, il a une histoire. Il y a une histoire particulière. Je vous propose qu'on s'y arrête avec cette infographie. Voici Rita Panizon. Depuis quelques jours, elle observe que son jeu au tennis s'est considérablement amélioré. Elle arrive beaucoup mieux à se concentrer. Il faut dire que depuis quelques jours, son chimiste de mari, Leandro Panizon, teste sur elle sa nouvelle trouvaille. Un médicament psychostimulant
qui sera bientôt commercialisé sous le nom de Ritaline. Quelques années plus tard, des scientifiques montrent l'efficacité de ce médicament sur les symptômes d'enfants TDAH. Mais comment au juste un psychostimulant peut-il calmer un enfant hyperactif? La réponse se trouve ici, au niveau des synapses, ces interstices qui séparent deux neurones. C'est ici que les neurotransmetteurs, comme la dopamine, sont libérés pour faire passer un signal d'un neurone à l'autre. Dans le cas du TDAH, une grande partie de la dopamine serait rapidement recaptée, de sorte qu'il n'en reste plus assez pour le neurone suivant. La communication entre les neurones se fait moins bien, l'enfant a du mal à se concentrer et à se contrôler. Le méthylphénidate, principe actif de la Ritaline, permet de limiter la perte de dopamine et de rétablir la communication. Depuis lors, la prescription de psychostimulants pour traiter les TDAH s'est largement développée. Aux États-Unis, près de 6% des enfants de 11 ans sont sous traitement, à tel point que ses détracteurs surnomment ce médicament « pilule de l'obéissance », voire même « qui dit coke ». En France, les prescriptions ont également augmenté. En 2017, plus de 800 000 boîtes ont été vendues, contre 26 000 en 1996. Qu'est-ce qu'il faut penser de ce médicament? Est-ce qu'il est déconseillé? Est-ce qu'il est systématiquement prescrit aujourd'hui? Qu'est-ce que vous nous dites? Non, alors il n'est pas systématiquement prescrit. Les recommandations, c'est la prescription après échec d'une première tentative de psychothérapie. Dans la pratique, souvent, même s'il n'y a pas eu de vraie psychothérapie, on va le proposer assez rapidement parce que les parents sont épuisés, tout le monde est extrêmement stressé. Et ce médicament est extrêmement efficace. Il permet vraiment d'obtenir une amélioration immédiate. Il met un quart d'heure à agir. Donc, Ah oui, immédiate, ça calme. Ça vous semble de bonne loi de faire très vite? Tout à fait. Plutôt que d'attendre des mois le résultat d'une psychothérapie qui doit se faire néanmoins. C'est important, pourquoi la psychothérapie? Eh bien parce que la guidance parentale est extrêmement importante, justement pour, vous parliez tout à l'heure de ce cercle vicieux qui s'instaure dans les familles, justement pour apprendre aux parents à briser ces comportements qui s'auto-entretiennent avec leurs enfants, pour les déculpabiliser, pour redonner confiance aussi aux enfants qui commencent à se dévaloriser parce qu'ils n'arrivent pas à se contrôler, donc finalement ils sont toujours en échec. Il y a des gens peut-être qui nous regardent, qui disent mais ils nous cassent les pieds avec leur TDAH, bon, ce sont des enfants, tout le monde, et de plus en plus, parce qu'il y a de plus en plus d'écrans, parce qu'il y a de plus en plus de sollicitations, de plus en plus de tuyaux, tout ce que vous voulez. Le déficit d'attention, il est de plus en plus important. Alors, on a essayé de comprendre quand même, pour ceux qui ont des troubles, est-ce qu'on peut jouer sur l'attention? Est-ce qu'on peut travailler sa capacité à être attentif? Marianne Cazot est allée justement dans une classe qui applique un programme. On regarde. Sois attentive, concentre-toi, fais attention. Ces injonctions, nous les avons toutes déjà entendues, comme ces élèves de 5e. Mais comment faire au juste pour se concentrer, pour prêter attention? Faudrait-il apprendre cela aussi? Cette professeure de français en est convaincue. Il faut enseigner l'attention aux élèves, tout simplement parce qu'ils ne savent pas ce que c'est. En classe, on demande aux élèves tout le temps d'être attentifs. Et on leur explique pas vraiment pourquoi. En réalité, eux, ce qu'ils entendent dans « taisez-vous », etc., c'est finalement être attentif tout le temps, en permanence, ce qui est impossible. Donc finalement, on se retrouve dans quelque chose qui n'est pas satisfaisant et pour les enseignants et pour les élèves, puisque les enseignants demandent quelque chose aux élèves qui considèrent que cette chose est impossible, et finalement, on est insatisfait de chaque côté. Premier exercice donc, reconnaître l'attention. Dès leur entrée en classe, les élèves cherchent à la capter. Il faut être en contact, tous ensemble, en connexion. Puis il faut leur expliquer pourquoi ils doivent se concentrer, pour combien de temps et à quel point. Pour cela, Inès Remaki utilise une métaphore. Quand elle est haute et étroite, si on tombe de sa poutre,
plus problématique que si elle est large et basse. C'est-à-dire que si à un moment c'est l'enseignant qui donne une consigne juste à l'oral et que j'écoute pas, ben là je suis foutue. Alors que si je suis en train de faire un exercice, je peux peut-être me déconcentrer 2 minutes, c'est pas grave, j'ai tous les éléments. Comprendre ce qu'est être attentif et pourquoi l'être est une chose. Mais peut-on vraiment apprendre à mieux se concentrer? C'est là que la recherche en neurosciences entre en jeu. Dans son laboratoire de Lyon, Jean-Philippe Lachaud étudie l'activité cérébrale de personnes concentrées ou non. Voilà à gauche un cerveau lors de la lecture attentive d'un mot, et à droite, lors d'une lecture distraite. Au bout d'une demi-seconde, la différence est flagrante. Là, c'est tout le réseau du langage plus mémorisation, qui s'active. Donc on a accès au sens, on mémorise le mot, on l'intègre dans une phrase. Et là, pas du tout. Un des éléments clés, ça va être la phase que j'ai montrée de décision, qui se situe à peu près par là, avec cette activité de la partie avant du cerveau, où est stockée l'intention. Qu'est-ce que je dois faire? En général, dans la vie quotidienne, face à des tâches complexes, eh bien, si vous avez une intention très claire, elle va permettre de vous retrouver dans ce type de situation-là. Avec un tri très facile, est-ce que j'y vais pas? Je prends pas. Donc la meilleure façon de se retrouver dans cette situation-là, c'est-à-dire de bien maîtriser son attention, sa concentration, c'est d'essayer d'évoluer tout le temps avec des intentions les plus claires possibles. Il est donc possible d'améliorer ses capacités attentionnelles en adoptant une telle stratégie. Retour dans cette classe, qui utilise le programme de Jean-Philippe Lachaud. Manon a désormais compris l'intérêt de diviser une tâche complexe en plusieurs tâches simples. Souvent, quand on a besoin de consignes, on a plusieurs choses à faire pour le découper. Et ça, je ne savais pas découper. Et du coup, je galérais tout le temps un peu à trouver comment faire parce que je voulais tout le temps répondre à toutes les questions en même temps. Reste un problème de taille, les distractions. Or, dans une classe, elles sont nombreuses, très nombreuses. Certaines apportent même une satisfaction bien plus rapide que la compréhension d'une leçon. C'est alors le circuit de la récompense qui prend le contrôle de notre attention. C'est chimique, c'est parce qu'effectivement, ça va nous procurer l'hormone du plaisir, de la dopamine. Le circuit de la récompense, c'est quand même à l'origine de notre curiosité. C'est ça qui fait qu'on a l'envie, on a du plaisir à découvrir, on a du plaisir à la nouveauté. Donc c'est quand même assez positif, mais ça peut se retourner contre nous quand on devient un peu un zombie de ce plaisir immédiat. L'utilisation des smartphones et tablettes peut mener à cette sursollicitation du circuit de la récompense. D'après cet article de l'Université d'Harvard, chaque notification, SMS ou like est une source potentielle de stimulus social positif, qui lui-même entraîne une libération de dopamine. C'est ce qui permet aux réseaux sociaux de capter notre attention. Or, selon cette étude, la moitié des adolescents de 11 à 14 ans passent plus de 3 heures par jour devant un écran. L'apprentissage de l'attention est non seulement possible, mais il est aussi urgent. Bon, dans le reportage, il y a donc cet exemple d'apprentissage. Ça vous semble intéressant? Je pense que c'est très important. Ce serait génial que ce soit partout, dans toutes les classes. Absolument. Je le pense aussi. Une question que je ne vous ai pas posée, est-ce qu'il y a de plus en plus d'enfants qui sont victimes de ces troubles? On estime la prévalence autour de 5% et elle serait stable. Donc, contrairement à ça, c'est aussi une idée reçue, il n'y a pas une déferlante. Voilà. Maintenant, on le diagnostique de mieux en mieux, donc on a l'impression de cette augmentation. Dernière question, quand même, est-ce que ces troubles, ils sont aussi créateurs de quelque chose? C'est ce qu'on pense, et c'est ce que moi je pense. Il y a une recherche de la nouveauté, de l'exploration, que j'ai pu mettre en évidence dans certains articles, qui est assez caractéristique et qu'on retrouve dans les études génétiques. Le gène le plus fortement associé au TDAH est aussi augmenté dans des populations de migrants, chez les personnes plus créatives et tout ça. Donc il y a vraiment quelque chose qui est encore à décrire, à définir précisément, mais c'est indéniable. Ouais. Et c'est ce que vous êtes en train d'essayer de démontrer par votre thèse. Merci infiniment d'avoir été notre invité aujourd'hui. Merci à vous. Merci à tous de nous avoir suivis et à bientôt pour un prochain numéro d'État de santé. LCP, Assemblée nationale, en partenariat avec MGEN, Mutuelle Santé Prévoyance, vous a présenté État de santé.